C'est au cœur d'une bataille personnelle bien loin des projecteurs que l'aveu est tombé. Mon 4e mariage fut une véritable descente aux enfers, le pire cauchemar de toute mon existence. À 90 ans passés, elle prononce cette unique phrase incisive et brutale, suffisante pour provoquer une onde de choc qui traverse la France entière. Lorsque Brigitte Bardot décide de briser le silence, ce n'est jamais anodin. Ces paroles ne sont pas de simples confidences crépusculaires, mais une véritable déflagration médiatique. Il faut dire que Bardot dépasse le statut de simple célébrité. Elle incarne un mythe national vivant une icône indélébile figée dans une jeunesse éternelle au sein de notre imaginaire collectif. Elle reste pour l'éternité l'allégorie charnelle d'une liberté absolue et d'une sensualité sauvage. C'est une femme que le public a tour à tour vénéré, passionnément désiré, sévèrement jugé, mais sans jamais prendre la peine de véritablement l'entendre. Et voilà que soudainement, à cet âge vénérable, où la plupart choisissent la discrétion, elle s'exprime sans animosité, sans artifice théâtral et sans la moindre volonté de séduire qui que ce soit. Cette sentence, elle la dépose avec lourdeur tel un pavé froid sur le mausolée de ses rêves brisés et de ses espoirs déchus. Car dissimulés derrière les affiches de cinéma iconiques, les crépitements des flashs et ce sourire insolent qui défiait les conventions résidait une réalité bien plus sombre. C'était la vérité d'une femme érodée par la quête amoureuse, drainée par les serments trahis et marquée au fer rouge par 4 unions qui, au lieu de la sauver, l'ont consumée de l'intérieur. Durant des décennies entières, l'Hexagone a préféré entretenir la légende d'une Brigitte Bardot, invincible, insubmersible face aux tourments du cœur. On la voyait comme une divinité intouchable, affranchie de toutes les lois morales imperméables aux souffrances du commun des mortels, planant bien au-dessus de la condition féminine. Cependant, en ce jour fatidique, quelques mots suffisent à Bardot pour faire voler en éclats ce masque de porcelaine. La légende s'efface pour laisser place à une femme lassée d'une lucidité effrayante se présentant à nous presque sans armes. La presse évidemment s'empare frénétiquement de l'affaire. Les gros titres hurlent que Bardot confesse le pire, révélant les arcanes d'une vie sentimentale en ruine, tandis que les réseaux sociaux s'embrasent et que ses admirateurs restent stupéfaits. Comment celle qui possédait le monde, la gloire planétaire, une beauté divine, et tous les hommes à ses pieds, peut-elle aujourd'hui évoquer une telle douleur? Quelle épreuve a-t-elle pu traverser que nos esprits pourtant fertiles en fantasmes n'auraient pas déjà imaginé? Pourtant Bibi ne quête ni la compassion ni le buzz. Elle livre son récit avec la solennité et le détachement de celle qui a franchi la ligne d'arrivée et n'a plus rien à démontrer à personne. Elle évoque les chimères disparues, le feu de la passion qui vous réduit en cendres, le vide sidéral qui s'installe ensuite et surtout le tarif exorbitant qu'il faut payer pour être libre. J'ai cru toucher l'amour du doigt à 4 reprises et 4 fois je me suis lourdement fourvoyée. Ce n'est pas une plainte, c'est un constat clinique, presque une épitaphe gravée dans le marbre. Pour la toute première fois de son existence, Brigitte Bardot abandonne son personnage. Elle renonce à la séduction, elle ne cherche plus la provocation. Elle se tient là, l'âme à nu face à sa propre histoire, sans le fard du maquillage ni les lumières flatteuses des studios, et ce qu'elle dévoile transcende sa simple biographie. À travers ces mots, c'est le vernis de toute une époque qui se craquelle cette ère où l'on exigeait des femmes qu'elles soient libérées, mais seulement jusqu'à un certain point. On les voulait objets de désir mais muettes. On les admirait pour leur beauté à condition qu'elles restent dociles. Bardot a toujours refusé de se plier à ce moule étriqué et elle en a payé le prix fort. Aujourd'hui, la France ne découvre pas juste la vérité sur ses époux, elle voit l'envers du décor mythique. Nous découvrons une femme qui s'est offerte corps et âme à l'amour au point de s'y perdre et de s'oublier elle-même en chemin. Une femme qui a littéralement brûlé son existence par les 2 bouts à force de vouloir embrasser la vie avec une intensité dévorante. Mais pour saisir la genèse de cette phrase terrible, le pire de ma vie, il est impératif de remonter le temps bien avant les divorces amers et les scandales retentissants. Avant même la gloire universelle, il faut revenir à la source, à l'homme par qui tout a commencé, celui qui a sculpté Bardot tout en brisant irrémédiablement sa candeur. Bien avant que les tabloïds ne s'acharnent avant l'échec cuisant de ses mariages et avant que son patronyme ne devienne une marque mondiale, tout était différent. Brigitte Bardot n'était alors qu'une adolescente d'une fragilité touchante, presque transparente, une jeune fille de 18 ans qui ne vivait que pour la danse. Elle était timide, grandissant dans le carcan d'une bourgeoisie rigide où les mots « désir » et « liberté »
était bannie du vocabulaire familial. Elle ignorait alors totalement qu'elle s'apprêtait à révolutionner les mœurs mondiales, tout comme elle ignorait que son premier grand amour serait son créateur autant que sa première cicatrice. Cet homme dont l'ombre plane encore sur sa destinée répondait au nom de Roger Vadim. Lorsque Bardot croise son chemin à l'aube des années 1950, Vadim incarne tout ce qui lui est étranger, une assurance inébranlable, une culture immense et un esprit provocateur ancré dans le pari artistique. Il évoque le 7e art non comme un métier, mais comme une fatalité, un destin auquel on ne peut échapper. Il fume avec nonchalance, il séduit sans effort, il scrute les âmes et très rapidement il perçoit ce que le reste du monde n'a pas encore deviné. Il voit que cette jeune fille mutique détient une présence magnétique, une aura presque animale, capable d'incendier la pellicule sans avoir besoin de prononcer une seule syllabe. Leur relation dépasse la simple idylle. C'est une emprise psychologique douce, presque imperceptible, où Vadim devient son mentor, son initiateur et son unique point de repère. Il lui enseigne l'art de se mouvoir face à l'objectif, la manière de lancer un regard, la façon d'exister. Bardot, elle s'abandonne à lui avec une confiance aveugle. Elle aime avec la fougue de la jeunesse, se jetant dans le vide sans filet de sécurité, sans calcul. Mais l'équilibre de leur relation se rompt bien trop vite. Si Vadim façonne l'icône Bardot, il ne lui appartient jamais totalement, son esprit étant toujours ailleurs. Séducteur pathologique. Il enchaîne les conquêtes, parfois même sous le regard dévasté de celle qui lui voue un culte. Et Bardot endure ce calvaire dans le silence. Elle est trop éprise pour se révolter, trop ingénue pour réaliser que l'amour véritable ne devrait jamais rimer avec humiliation. Plus tard, elle prononcera cette sentence terrible: « Il m'a offert les clés de la liberté, mais ce faisant, il a assassiné mon innocence. » Puis arrive 1956, où Vadim la dirige dans « Et Dieu créa la femme », le film qui allait provoquer un séisme culturel. En l'espace de quelques semaines fulgurantes, Bardot ne se contente pas de devenir célèbre, elle se transforme en une obsession planétaire, un véritable raz-de-marée médiatique qui emporte tout sur son passage. Sa silhouette, sa moule boudeuse et cette démarche inimitable deviennent instantanément des icônes culturelles, provoquant une fracture brutale dans la société française. D'un côté, ceux qui hurlent à la décadence morale, de l'autre, ceux qui célèbrent une libération sexuelle inespérée. Pourtant, au milieu de ce vacarme assourdissant, personne ne se soucie de l'être humain qui étouffe sous le masque de la star-car. Tandis que la planète entière projette ses fantasmes sur elle, la jeune femme sent son monde intérieur partir en lambeaux. La gloire, loin d'être le conte de fées promis, se révèle être une bête féroce, une intrusion permanente et une violence psychologique qui ne lui laisse aucun répit, ni jour ni nuit. Elle est dévorée vivante par des millions de regards affamés et une pluie incessante de jugements effaçant totalement Brigitte pour ne laisser place qu'au mythe Bardot, tandis que Vadim, son Pygmalion, commence déjà à regarder ailleurs. L'homme qui a sculpté cette déesse moderne semble incapable d'aimer la femme vulnérable qu'elle laisse rester, et leur union autrefois passionnelle se désagrège lentement, sans éclat, comme une flamme privée d'oxygène. Il n'y a ni scène dévastatrice, ni hurlement en public, seulement l'installation d'un vide sidéral et glacé, qui pour Bardot représente un effondrement bien plus terrible que n'importe quel scandale. Elle ne perd pas seulement l'amour de sa vie, elle réalise avec effroi que le succès planétaire est une armure de papier qui ne la protège de rien et qui pire encore agit comme une loupe grossissante sur sa solitude abyssale. Cette première rupture laisse une cicatrice indélébile sur son âme, gravant dans sa chair un schéma destructeur qu'elle reproduira inconsciemment, aimée à la folie, tout donné pour finir seule au milieu des décombres. Son cœur apprend la leçon la plus cruelle, celle de l'abandon après l'extase, cette fatalité de se consumer entièrement pour un autre avant de se retrouver face au néant. Si Vadim lui a offert les clés du royaume du cinéma, il a aussi planté en elle une croyance toxique et tenace, l'idée que l'amour est une souffrance qui se paie par le sacrifice de soi. Bien des décennies plus tard, elle admettra avec lucidité que sans lui, le mythe n'aurait jamais existé, mais qu'à cause de lui, toute chance de normalité lui a été arrachée à jamais. Ce premier vertige amoureux a scellé son destin, enfermant la jeune fille insouciante dans une légende dorée dont elle ne pourra plus jamais s'échapper pour retrouver l'anonymat.
Malgré cette douleur inaugurale, Brigitte, dans un élan de survie désespéré, refuse de renoncer à l'amour et veut croire qu'une autre vie est possible. Elle s'imagine qu'un homme aux antipodes de Vadim, quelqu'un de plus stable et de plus conventionnel, pourrait être l'antidote à son chaos et réparer ce qui a été brisé. Dans sa quête éperdue de normalité, elle se persuade qu'en endossant les costumes d'épouse modèle et de mère, elle trouvera enfin cet ancrage qui lui manque, ignorant que ce désir de conformisme va la précipiter vers son drame le plus intime. Après avoir vécu la passion destructrice, Brigitte Bardot s'illusionne en pensant qu'elle peut se plier aux diktats de la société et devenir celle que tout le monde attend. La France conservatrice fatiguée de la scandaleuse réclame autre chose, elle ne veut plus de la rebelle indomptable qui défie les mœurs. Le public et la presse exigent qu'elle rentre dans le rang, qu'elle s'apaise, qu'elle se marie et qu'elle accomplisse son devoir de femme en donnant la vie comme pour expier ses péchés de séduction. C'est sous cette chape de plomb faite de pression sociale et médiatique qu'elle dit oui à Jacques Charrier en 1959, espérant trouver le salut dans la Convention. Lui représente l'archétype du gendre idéal issu d'une bonne famille bourgeoise, élégant et discret, tandis qu'elle est déjà une divinité païenne prisonnière d'une image publique devenue incontrôlable. Leur union ressemble moins à un mariage d'amour qu'à une opération de communication d'urgence, une mise en scène précipitée pour couper court au ragot et offrir une façade respectable. L'objectif est clair, offrir à la France une Brigitte enfin assagie, et lorsque la grossesse survient quelques mois plus tard, la machine s'emballe. Pour les journaux, c'est le triomphe de la morale sur la débauche, mais pour la jeune femme, c'est le début d'une descente aux enfers vécue dans le secret le plus total, derrière les clichés sur papier glacé et les sourires de façade. Bardot est en train de suffoquer car la maternité n'a jamais fait partie de ses rêves ni de ses aspirations profondes. Ce rejet n'est pas un manque de cœur, mais une réaction viscérale de survie. Elle sent avec une terreur animale que cet enfant sera la chaîne qui la liera définitivement à une existence qu'elle n'a pas choisie. Lorsque son fils Nicolas vient au monde en 1960, au lieu de l'extase maternelle promise par les contes de fées, Brigitte est frappée par le vide. Elle est submergée par une angoisse paralysante et une fatigue noire, se sentant piégée dans un rôle de composition écrit par une société qui ne lui a pas demandé son avis. Elle sombre alors dans une dépression postpartum violente, un mal invisible et tabou dont personne n'ose prononcer le nom à cette époque. Les pleurs du nourrisson, les contraintes domestiques, la perte brutale de son autonomie, tout cela la noie jusqu'à ce qu'elle ose bien plus tard prononcer l'interdit. « Je n'étais pas faite pour être mère ». Un aveu d'une honnêteté brutale qui choque encore, mais qui, dans la France des années 60, est considéré comme un blasphème absolu. On pouvait tolérer qu'elle soit une séductrice, une femme légère ou provocante, mais refuser le sacre de la maternité est la seule transgression que l'on ne pardonne pas. Le tribunal de l'opinion publique est impitoyable. Elle est immédiatement marquée au fer rouge, traitée d'égoïste, de monstre sans cœur, de femme dénaturée. Pendant ce temps, Jacques Charrier joue habilement sa partition de père dévoué, accentuant par un contraste cruel l'image désastreuse de son épouse. Bardot se replie sur sa douleur, rongée par une culpabilité dévorante, aimant son enfant à sa manière, mais incapable de s'occuper de lui sans avoir l'impression de disparaître elle-même. L'incompréhension mine le couple, les disputes deviennent invivables sous l'œil des paparazzi, et en 1962, le divorce tombe comme le couperet d'une guillotine sociale. La justice tranche dans le vif et confie la garde exclusive de l'enfant au père, une décision rarissime pour l'époque qui sonne comme une condamnation officielle. Pour Brigitte, c'est bien plus qu'une défaite juridique, c'est une humiliation publique nationale et une blessure intime qui ne cicatrisera jamais vraiment. Elle vit cette décision comme une punition divine pour avoir osé être libre, pour avoir refusé l'hypocrisie et pour avoir exprimé tout haut le mal-être que tant de femmes étouffent. « On m'a puni d'être différente, on m'a puni d'être moi », analysera-t-elle avec amertume, marquant ce moment comme le point de rupture définitif avec une vie normale. Le lien avec son fils restera à jamais marqué par cette fracture originelle, une distance douloureuse et maladroite que les années ne parviendront pas à combler totalement. Bardot traînera toute son existence ce fardeau invisible, celui d'avoir été désignée comme une mauvaise mère par le monde entier et de s'être sentie insuffisante face à son propre miroir. Avec le recul, elle livrera cette analyse glaçante sur la pression sociale. On m'a imposé un enfant pour faire de moi une femme complète selon leurs critères. Si, mais
Et en réalité, cette expérience m'a brisée et m'a rendue incomplète pour le restant de mes jours. Ainsi, derrière les projecteurs éblouissants et la beauté insolente célébrée par tous, se terre une femme abîmée, non par la fin de sa gloire, mais par l'échec d'un lien intime qu'elle n'a jamais su tisser. Ce rejet viscéral de la maternité vécu comme un échec intime se transforme en un gouffre obscur qui aspire toute la lumière de son existence. C'est la démonstration cruelle que l'affection même la plus sacrée peut se muer en une geôle irrespirable lorsque l'on n'est pas prête à la recevoir. Au lendemain de cette épreuve dévastatrice, Brigitte brise définitivement les chaînes des convenances. Elle ne tente plus de séduire la bonne société ni de se plier aux diktats de la morale bourgeoise. Elle est en fuite perpétuelle, cherchant désespérément une bouffée d'oxygène pour survivre. Et lorsqu'un homme surgit soudainement avec une pluie de fleurs des navires de luxe et des nuits d'ivresse, elle s'imagine naïvement que l'oubli est à portée de main. Une fois la honte avalée, une fois le sentiment de culpabilité enfoui, et après avoir tenté de penser « Assis !» Blessure béante de cette maternité qu'elle n'a jamais su embrasser. Brigitte Bardot renonce totalement à l'idée d'être comprise par le commun des mortels. Son unique obsession est désormais d'effacer la mémoire d'anesthésiée, la souffrance par le bruit et la fureur tentant de se persuader que l'existence peut encore offrir de la légèreté. C'est précisément à cet instant de fragilité absolue qu'entre en scène un personnage tout droit sorti d'un roman mondain Gunther Sachs, un homme dont la fortune n'a d'égal que l'excentricité. Héritier d'un empire industriel photographe à ses heures et séducteur invétéré, ce playboy flamboyant brûle la vie par les deux bouts. Il est l'incarnation vivante de la démesure des années 60. Et alors que Bardot dissimule ses failles sous du maquillage, lui tente de combler le vide par des festins gargantuesques et des serments éphémères. La collision entre ces deux astres est foudroyante, une étincelle électrique qui fascine les foules. Ils forment instantanément le duo le plus glamour et le plus scruté de la planète. Pour s'assurer de capturer le cœur de la star Sachs, orchestre un coup de théâtre magistral. Un après-midi, le vrombissement d'un hélicoptère déchire le ciel azur au-dessus de la Madrague à Saint-Tropez. Dans une chorégraphie surréaliste, des milliers de pétales de roses rouges se détachent des airs pour venir tapisser lentement comme une caresse la terrasse de la villa. L'image est si puissante qu'elle fait le tour du globe en quelques heures. La presse s'enflamme et l'on crie au génie romantique célébrant une passion qui semble déjà entrer dans la légende. C'est à Las Vegas, en l'an 1966, que Brigitte Bardot unit son destin à celui de Gunther Sachs lors d'une cérémonie. Imaginez le tableau des yachts démesurés bercés par la Méditerranée, des rivières de Champagne qui coulent à flot, des destinations de rêve et des nuits blanches interminables en compagnie du gratin mondial. Tout semble idyllique, n'est-ce pas? Mais ne vous fiez pas aux apparences, car c'est là tout le paradoxe. Derrière les crépitements incessants des flashs et les sourires de façade, Bardot se sent comme une étrangère dans sa propre existence. Elle a cessé d'être une femme de chair et de sang pour devenir une simple image sur papier glacé. Elle est devenue une icône mondiale que l'on exhibe comme un trophée, une divinité que l'on adule, mais personne ne prend la peine de l'écouter vraiment. Dans cet univers saturé de luxe ostentatoire, la moindre émotion sincère semble noyée sous une couche de vernis superficiel. Les conversations mondaines ne font qu'effleurer la surface des choses d'une banalité affligeante. Les regards des hommes la dévorent en s'attardant lourdement sur ses courbes mythiques, mais jamais personne ne cherche à comprendre la détresse de ces silences. Bien plus tard, avec le recul des années, elle résumera cette période fastueuse avec une lucidité qui fait froid dans le dos, prononçant une sentence irrévocable sur cette époque dorée. « J'étais devenue une poupée de luxe qu'on posait sur un trône pour la galerie. » Quant à Sachs, s'il est indéniablement charmant et généreux, c'est aussi un playboy invétéré qui multiplie les conquêtes sans la moindre discrétion. Bardot n'est pas dupe, elle sait tout, elle devine chaque écart. Si elle ferme les yeux, ce n'est certainement pas par naïveté, mais par un épuisement total. Elle n'a tout simplement plus l'énergie nécessaire pour se battre ou pour faire une scène. Elle se contente alors de survivre prisonnière d'un décor en or massif. Les fêtes s'enchaînent et deviennent interminables, tandis que les éclats de rire qui résonnent autour d'elle sonnent tragiquement faux à ses oreilles. Et chaque nuit, une fois le tumulte retombé, la solitude revient la frapper de plein fouet.
Un jour, au détour d'une interview, elle lâche une phrase qui passe presque inaperçue sur l'instant, mais qui est pourtant la clé de tout son mal-être. Elle confie d'une voix blanche « Je n'étais pas malheureuse au sens propre, j'étais vide. Complètement vide. Et croyez-moi, ce vide intérieur est pire que n'importe quelle souffrance aiguë. La douleur au moins est la preuve que l'on est encore capable d'aimer de ressentir. Le vide, lui, c'est le signe avant-coureur de la fin, le néant absolu. Quelques mois suffiront pour que l'inévitable se produise. Brigitte quitte Günther Sachs sans un cri, sans le moindre scandale public. Le divorce est prononcé dans un calme olympien presque dérangeant pour un couple aussi volcanique. Ce sont deux êtres qui se séparent sans haine, certes, mais sans la moindre trace d'amour non plus. C'était une passion trop intense, trop brillante et trop éphémère pour résister à l'épreuve du temps. Des décennies plus tard, lorsqu'elle apprendra le suicide tragique de Sachs en 2011, Bardot confiera avec une tristesse contenue mais poignante « Il m'avait offert des pluies de roses par le ciel, mais c'est la vie qui a fini par lui voler ses ailes. » Cette phrase d'une poésie déchirante résume à elle seule l'essence même de ce qu'a été leur histoire commune. Une illusion splendide, une fuite en avant perpétuelle, un éclat aveuglant qui n'a laissé dans son sillage qu'un parfum entêtant de mélancolie et de gâchis. Pour Brigitte Bardot, une certitude amère s'impose alors, s'infiltrant lentement et douloureusement dans son esprit. Chaque homme qu'elle a aimé lui a dérobé quelque chose de précieux, lui arrachant un morceau de sa confiance, éteignant un fragment de sa lumière intérieure. Après la passion fondatrice de ses débuts, après le traumatisme d'une maternité brisée et après ce luxe vidé de sens, il ne lui reste plus qu'un unique espoir, celui de la stabilité du calme plat d'une existence enfin débarrassée du drame. Contre toute attente, elle veut croire encore une fois que l'amour peut exister sans les excès, sans la fureur et sans le bruit. Elle ne se doute pas encore que son ultime mariage sera le plus long mais aussi le plus glacial de tous. Après avoir traversé tant de tempêtes, après s'être brûlée aux passions qui consument l'âme, Brigitte Bardot ne rêve plus d'ivresse amoureuse. Elle a définitivement tourné la page, elle ne veut plus de tragédie, plus de scènes spectaculaires dignes du cinéma et surtout plus aucune de ces promesses enflammées qui ne mènent qu'à la déception. Après des années de tourbillon médiatique, elle nourrit désormais le désir profond d'une existence dépouillée d'artifice, aspirant à une banalité rassurante et à un calme absolu. Ayant franchi le cap des 50 ans, elle est persuadée que l'heure de la retraite sentimentale a sonné jusqu'au jour où le destin place sur sa route un certain Bernard Dormal. Sur le papier, ce nouveau venu offre toutes les garanties de sécurité. Conseiller politique, œuvrant dans l'ombre, c'est un homme structuré et rigoureux qui prône l'ordre et la discipline à des années-lumière du show business. Il incarne véritablement l'antithèse absolue de tous les profils masculins qui ont partagé sa vie tumultueuse par le passé. Auprès de lui, l'icône s'imagine avoir enfin déniché le Graal qui lui faisait défaut. Une stabilité à toute épreuve, une vie linéaire sans les éclats aveuglants ni les descentes aux enfers. Leur union est scellée en 1992 et la presse s'empresse de célébrer la naissance d'un couple que l'on dit inébranlable, enfin apaisé et parti pour durer l'éternité. On dépeint alors une femme métamorphosée et assagie vivant en recluse derrière les murs de la Madrague à Saint-Tropez, volontairement coupée de la frénésie des projecteurs. Si la vitrine semble idyllique, les fissures apparaissent bien plus vite que prévu, car ce qu'elle prenait pour de la quiétude n'est en réalité qu'une absence de vie, un silence pesant et d'une froideur glaciale. Bernard Dormal et Brigitte, c'était le choc de deux mondes qui s'ignorent. Lui, hermétique, ne parlait absolument pas le langage du cœur. Il restait imperméable à ses élans passionnés, aveugle devant ses colères soudaines et insensible à cette épiderme si fragile qui la caractérise. Là où elle avançait à l'instinct pur, lui restait bloquée dans la raison froide. C'était un dialogue de sourds, elle dans le ressenti viscéral, lui dans le contrôle permanent. « Nous ne lisions plus la même partition », confiera-t-elle avec amertume bien plus tard. Au fil du temps, le fossé se creuse inexorablement. Les jours s'enchaînent, les discussions s'épuisent dans le vide et les gestes de tendresse deviennent une denrée rare presque inexistante. Bardot se sent alors prise au piège enfermé dans une existence devenue trop étroite pour son âme libre. Elle, qui a toujours brûlé la vie par les deux bouts, découvre l'asphyxie lente d'un quotidien trop bien réglé. Ce n'est pas une prison violente ou brutale, non, c'est bien pire que cela. C'est une prison dorée confortable qui anesthésie l'esprit.
C'est alors qu'elle prononcera cette phrase terrible d'une lucidité à vous glacer le sang. J'étais une femme mariée et pourtant je n'avais jamais été aussi seule. Bernard, de son côté, tolérait de moins en moins son franc-parler légendaire, ses prises de position radicales pour la cause animale et ses diatribes enflammées contre la société et l'hypocrisie humaine. Elle, en retour, ne supportait plus sa froideur d'iceberg, son cynisme politique et cette façon qu'il avait de donner l'apparence de l'amour sans jamais fendre l'armure ni se livrer totalement. Il n'y a pas eu de crise hystérique, pas de scandale public. Simplement une distance glaciale qui s'installait millimètre par millimètre jour après jour. Progressivement, Brigitte opère un repli stratégique. Elle se barricade dans sa forteresse de la Madrague, entourée par sa véritable famille, ses chiens, ses chats et ses chevaux. Les animaux deviennent alors sa seule compagnie authentique. Contrairement aux hommes, eux ne jugent pas, ne mentent jamais pour obtenir des faveurs et ne cherchent pas à la posséder comme un trophée. Pendant ce temps, son mariage agonise lentement loin des projecteurs. La presse people continue de vendre l'image d'un couple uni sur papier glacé, mais tout n'est qu'illusion. La réalité en coulisses est tragiquement différente. Dans le huis clos de son intimité, Bardot souffre d'un vide sidéral, un gouffre émotionnel immense. Ce n'est pas le manque de paillettes ou de luxe qui la ronge, mais cette souffrance bien plus cruelle, l'absence totale d'amour tout en partageant le même toit. C'était paradoxalement mon mariage le plus long mais aussi le plus glacial, admettra-t-elle plus tard. Je vivais dans un confort absolu, mais le cœur était mort. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle classera cette union des années après comme la pire expérience sentimentale de toute son existence. Non pas parce qu'il fut violent ou scandaleux, mais parce qu'il fut un poison lent mortel. Il lui a enseigné qu'on peut mourir de solitude à petit feu même en dormant chaque nuit aux côtés de quelqu'un. Ce mariage lui a jeté au visage une vérité brutale qu'elle avait toujours tenté de fuir jusqu'alors. Elle a compris que l'amour ne se mesure ni à la longévité ni à la sécurité et que parfois l'indifférence et l'absence de passion font plus de ravages que les tempêtes judassées les plus dévastatrices. Lorsque le rideau tombe enfin sur cette union, Bardot ne ressent ni colère noire ni tristesse spectaculaire. Elle est simplement exsangue, vidée de toute substance, comme si une lumière intérieure s'était définitivement éteinte. La foi a disparu, elle ne croit plus au serment, elle ne croit plus aux hommes, elle ne croit plus au couple. Il ne lui reste qu'une urgence absolue, sauver sa propre peau. Quand tout s'est effondré, les amours, les fausses promesses, les illusions, Brigitte Bardot n'a pas cherché à recoller les morceaux, elle a quitté la scène délibérément sans un regard en arrière. Elle a tourné le dos au cinéma, au plateau, aux applaudissements et à cette foule qui l'avait portée au nu avant de vouloir la dévorer. Pour le grand public, ce retrait fut une incompréhension totale, un mystère. Pour elle, ce fut une délivrance, une résurrection à la Madrague. Dans cette maison de Saint-Tropez devenue mythique, Bardot vit désormais en ermite loin de la fureur du monde. Son univers s'est réduit à l'essentiel, la mer pour horizon et le silence pour compagnon. Sa cour est constituée de chiens, de chats, de chevaux, tous sauvés de l'abandon et de la misère. Ils sont nombreux, souvent bruyants, c'est vrai, mais ils ne trahissent jamais et leur affection ne connaît pas le mensonge. « Eux au moins, dit-elle souvent, ne me demandent rien d'autre que ma présence et un peu d'amour. » Celle qui faisait battre le cœur de la planète entière n'a plus besoin de séduire quiconque. Elle contemple les vagues, fume sa cigarette et murmure aux animaux comme on se confie à ses meilleurs amis. Dans ce refuge battu par les vents, elle a enfin trouvé ce que ni les hommes les plus riches ni la gloire mondiale ne lui ont jamais offert. Une paix certes imparfaite mais réelle. Une sérénité conquise de haute lutte à travers la fatigue, la désillusion et la solitude. Son visage porte les stigmates de cette vie intense. Bien sûr, les traits sont plus durs, les rides ont creusé des sillons profonds, mais le regard est resté intact. Toujours aussi intense, toujours aussi indomptable. À ceux qui osent lui demander si elle regrette sa vie passée, sa réponse cingle comme un coup de fouet, sans la moindre hésitation. J'ai peut-être échoué en amour, oui, mais j'ai réussi ma vie pour une seule raison, je suis restée libre. Cette phrase lâchée sans amertume résume l'ADN de sa légende. Avec le recul du temps, Bardot a dépassé son statut d'actrice. Elle est devenue un symbole vivant, l'incarnation d'une liberté payée au prix fort. Dans les années 50 et 60, elle a pulvérisé les codes moraux, offrant aux femmes l'image d'une sensualité assumée et d'une féminité sans honte ni concession. « Mon corps m'appartient », affirmait-elle déjà à une époque où prononcer ces mots relevait du scandale absolu.
Mais son héritage ne s'arrête pas aux images d'archives. Après le cinéma, elle a eu le courage de se réinventer totalement. Elle a voué le reste de son existence à la défense des animaux, n'hésitant pas à affronter les politiciens, les lobbies puissants et parfois même une opinion publique hostile. On s'est moqué d'elle, on l'a caricaturée à l'excès, mais elle a tenu bon. Avec la même radicalité que dans ses amours, elle s'est érigée en bouclier pour les sans-voix. Et petit à petit, à force de ténacité, ce combat l'a fini par forcer le respect de tous, même de ses détracteurs. Aujourd'hui, en 2026, quand les médias reviennent sur son parcours, ce n'est plus pour lister ses amants, mais pour saluer une trajectoire unique, à la fois lumineuse et tragique. Bardot n'a jamais cherché la perfection lisse. Elle a passé sa vie à traquer une seule chose, sa propre vérité. Elle a vécu dans l'excès, consumant la vie par les deux bouts, prenant tous les risques jusqu'à l'incandescence. Et c'est sans doute pour cette audace qu'elle continue de bousculer les consciences. Lors d'une ultime confession assise face à l'immensité de la mer, sa voix éraillée par le temps laisse échapper un murmure lourd de sens. Les hommes ont cherché à faire de moi leur trophée à m'enfermer. La gloire et la foule m'ont dévoré jusqu'à l'os, mais c'est la nature dans sa grande clémence qui m'a rendu ma véritable âme. Ces quelques mots résument une existence entière. L'icône incendiaire autrefois brûlante de désir s'est métamorphosée en une femme apaisée presque mystique, qui ne quête désormais plus rien d'autre que la pureté et la simplicité de l'instant présent. Lorsqu'on ose lui demander quelle trace elle souhaite laisser dans ce monde, quelle image elle voudrait graver dans les mémoires, un sourire d'une douceur inédite illumine son visage. Oubliez la star planétaire, oubliez la scandaleuse des unes de journaux. Elle veut qu'on se souvienne d'une femme qui a aimé avec une intensité dévastatrice et qui a eu le courage de vivre sans jamais se mentir. Le silence qui s'installe alors est profond, quasi religieux, tandis que le soleil sombre lentement derrière l'horizon de la Méditerranée, le mythe de bébé s'estompe pour révéler l'essentiel, une créature humaine farouchement libre, fragile et par là même éternelle. Une interrogation subsiste pourtant et elle s'adresse directement à vous qui venez de traverser ce récit tumultueux. À sa place, quel destin auriez-vous embrassé ? Celui de la passion amoureuse avec ses chaînes invisibles mais dorées, ou celui de la liberté absolue au prix d'une solitude parfois écrasante? Si ce parcours hors du commun a fait écho en vous, s'il a réveillé des souvenirs enfouis, des hésitations ou des remises en question profondes, exprimez-vous dans les commentaires. Partagez votre vision des choses et aimez cette vidéo si vous estimez que certaines vérités crues méritent d'être entendues, peu importe les années qui passent. Pensez à vous abonner pour découvrir nos prochaines explorations de destins brisés et diffusez ce récit autour de vous car au final, Brigitte Bardot a fait bien plus que nous narrer ses mémoires. Elle nous a tendu un miroir sans concession et dans ce reflet, chacun d'entre nous peut, s'il l'ose apercevoir, une part de sa propre et intime vérité.